autorités en charge de la supervision financière peuvent-elles intégrer les risques liés au climat et à l'environnement dans la surveillance prudentielle? Donc, c'est le thème de la 6e et dernière session en français du sommet Pathway to Safety, sur lequel vous nous suivez depuis hier. Merci encore à vous qui continuez de nous suivre malgré vos différentes occupations professionnelles. Et nous espérons que vous continuerez à vous enrichir des dernières présentations que nous allons dérouler avant la clôture du sommet qui est prévu dans une trentaine de minutes. Alors, pour ceux d'entre vous qui nous rejoignez, nous allons rapidement vous situer sur le contexte du sommet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Digital Frontier Institute est un campus en ligne spécialisé dans les formations en finance digitale et qui s'est assigné comme mission de créer une profession de spécialiste de la finance digitale distincte de la profession bancaire. Et toujours pour soutenir cette ambition et développer la collaboration et les échanges entre les professionnels de l'écosystème de la finance digitale dans le monde, DFI a mis sur pied l'Alliance des associations professionnelles de la finance digitale. Donc, l'Alliance est une structure faîtière de toutes les associations de professionnels de la finance digitale qui est créée par DFI en Afrique et en Asie. Donc, l'Alliance a été lancée le 30 septembre 2021 et compte à ce jour 10 associations membres en Afrique et en Asie, comme je le disais tantôt. Donc, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de les découvrir au cours des sessions des 2 jours de ce sommet. Donc, ainsi, DFI et l'Alliance, à travers leurs actions, en termes de renforcement de capacité et de mise en relation des professionnels de la finance digitale, adressent le défi de l'inclusion financière en comblant justement les gaps en termes de formation en finance digitale et en mettant en place un réseau mondial de professionnels de la finance digitale. Et c'est de cette manière que ces 2 organisations contribuent à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Donc, nous revenons sur le thème de la dernière session, comment les autorités en charge de la supervision financière peuvent-elles intégrer les risques liés au climat et à l'environnement dans la supervision financière. Donc, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir sur cette session Julien Reid, qui est Senior Director Financial Institution, Oversight, Resolution and Deposit Insurance à l'Autorité des marchés financiers du Québec. Julien, soyez le bienvenu. Alors, merci beaucoup, Maxime, pour ce mot d'introduction. Merci à vous, Julien. Alors, à l'endroit des participants, je rappelle un tout petit peu le déroulé de la session. Donc, nous allons d'abord commencer par une présentation vidéo de 15 minutes. Nous aurons également une session de questions et de réponses d'environ 10 minutes. Donc, pendant la présentation, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous, donc de poser vos questions via le chat box de Swapcard. Et enfin, je rappelle que toute la session sera enregistrée et le lien sera partagé avec vous d'ici quelques jours. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre la vidéo et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Merci, à tout de suite. Alors, bonjour. Je tiens à remercier en premier lieu les organisateurs de cet important forum. Et je vous remercie. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le but de ma présentation aujourd'hui est de partager un peu l'expérience que nous avons vécue à l'Autorité des marchés financiers au Québec dans la mise en place ou comment faire face aux risques liés au changement climatique. Alors, dans les prochaines 15 minutes, je ferai le tour de 5 points. Alors, l'objectif de ma présentation, pourquoi encadrer ce risque? Les 5 grandes étapes pour ce faire, partager quelques ressources phares avant de conclure ma présentation. Alors, pour commencer, l'objectif de ma présentation, nous faisons tous face en tant que régulateurs aux mêmes enjeux. Alors, je désire par la présente bien humblement partager une recette, si je peux m'exprimer ainsi, que nous sommes en train d'intégrer au sein de notre organisation afin de faire face aux risques liés au changement climatique. Alors, pourquoi? En gros, au départ, tous les régulateurs doivent avoir en place un encadrement suffisamment efficace et complet pour s'assurer que les institutions financières sous leur supervision prennent en compte tous les risques auxquels ces institutions font face. Cet encadrement, évidemment, tant normatif que de surveillance, doivent tous deux être basés sur les principes directeurs ou les principes de base des instances internationales comme l'AICA en assurance ou le Comité de Bâle sur la supervision bancaire ou le FSB.
Mais ceci dit, en ce qui concerne le risque lié au changement climatique, l'ampleur, la complexité et les multiples ramifications de ce risque le rendent donc systémique. Et ils sont tels que les modèles actuels, tant d'encadrement que de surveillance, ne sont peut-être pas en mesure d'évaluer l'impact réel de ce risque. Alors, comme première étape, ce que nous avons fait à l'autorité, c'est de s'assurer de bien comprendre, d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est le risque lié au changement climatique. Le premier qui vient en tête est évidemment le risque physique, mais maintenant, on peut se rendre compte que les risques climatiques ne se limitent plus aux seuls dommages physiques, qui sont soit des événements météorologiques ou des tempêtes qui sont de plus en plus violentes et fréquentes, de même que des inondations ou des feux de forêt, mais aussi comprend les risques de transition et les risques de responsabilité. En ce qui concerne le risque de transition, qu'on pourrait considérer une sous-facette du risque lié au changement climatique, un peu plus nouveau, ce risque vise plus spécifiquement la décarbonisation de l'économie vers l'utilisation d'énergie verte. Alors, de passer d'énergie fossile, le pétrole, à de l'énergie plus verte comme l'électricité ou l'hydrogène. Le risque de responsabilité qu'on peut prendre de l'anglais, de liability risk, consiste en le risque auquel les institutions financières pourraient faire face en étant tenues responsables de dommages qui pourraient être causés par leur contribution au réchauffement de la planète, que ce soit via leurs investissements institutionnels ou maintenant, on parle de plus en plus des impacts concernant ou sur la biodiversité. Alors, ensuite, comme première étape, une fois la bonne compréhension de ces risques-là, c'est dans les suggestions rapidement, établir une feuille de route, identifier un win champion au sein de vos équipes qui sera responsable des travaux transversaux qui pourront être faits concernant les changements climatiques, s'assurer d'acquérir et de développer une expertise. J'y viendrai un peu plus tard. Il y a beaucoup de littérature disponible au sein des organisations internationales sur le sujet. De la création de groupes de travail, évidemment, entre les équipes d'encadrement, policy, et les équipes de surveillance est excessivement important. Comme je vous disais, piloté par un champion ou une championne. Très important d'effectuer une vigie systématique de l'environnement réglementaire que l'on retrouve au sein des diverses juridictions à travers le monde. Certaines juridictions sont en avance sur d'autres et peuvent servir de modèle dans l'implantation de bons processus ou de bonnes pratiques que vous pourrez intégrer à l'intérieur de vos propres cadres réglementaires et de surveillance. Et enfin, non le moindre, de réaliser un échantillonnage. Ça vous permettra de mieux prioriser ensuite les travaux que vous devrez faire et mettre en place au sein de votre organisation. La prochaine étape, ou la seconde étape, est d'envoyer un signal clair à l'industrie. Et étant donné que la planète continuera de se réchauffer au cours des prochaines décennies, puis étant donné les multiples ramifications dans tous les aspects de la société de ce risque climatique, les régulateurs ont maintenant le devoir de considérer ces risques de façon spécifique et au besoin de les intégrer d'une façon plus particulière dans l'encadrement. Alors, il faut clairement et rapidement annoncer ses couleurs, indiquer à l'industrie ce sur quoi on travaille, vers où on s'en va dans le cadre de nos travaux et de confirmer le tout de façon publique, que ce soit par le biais d'énoncés de priorité ou par le biais de votre plan stratégique s'il est en développement ou sera en développement dans les prochaines années. Alors, donc, c'est une question de transparence vis-à-vis de l'industrie sur les travaux que vous avez l'intention de faire. L'étape 3, c'est un exercice qu'on a débuté présentement chez nous, au Québec, à l'Autorité des marchés financiers, c'est de sonder l'industrie ou les institutions financières. On a un avantage à être au fait de ces risques-là. Et qu'est-ce que ces risques-là représentent pour les institutions financières? Alors, pour avoir fait un certain étalonnage ou recherche au niveau international, le fait de pouvoir maintenant regarder sur un point de vue un peu plus local comment vos institutions financières gèrent ce risque-là, ça peut être très important et très enrichissant dans les travaux que vous aurez à faire. Donc, dans le cadre des sondages, on veut aller chercher la perception des risques, la perception de nos institutions financières face à ces risques-là, l'état actuel de leur préparation, les initiatives qu'elles ont faites ou qui sont
actuellement en cours, ainsi que leurs expositions et pertes potentielles face à ce risque-là, de façon peut-être un peu plus spécifique en ce qui concerne le risque de transition. Cet exercice-là va permettre de mieux cerner les angles morts existants au sein des institutions financières et vous aidera dans l'amélioration de l'encadrement que vous avez en place. Donc, les avantages aussi à questionner les institutions financières, ça va leur permettre de prendre ce risque au sérieux parce qu'il l'est, mais est-ce qu'il est pris au sérieux de la même façon à travers votre industrie? C'est une des questions que vous devez vous poser. Ça va leur permettre aussi de s'éduquer sur les aspects à considérer dans leurs propres opérations. Va leur permettre de faire une certaine introspection sur la gestion de ce risque systémique et ensuite aussi de connaître et comparer l'état de préparation des différentes institutions financières pour vous permettre de retirer des meilleures pratiques au niveau local, mais également pour vous servir de jalon pour suivre l'évolution des pratiques dans le futur. Étape 4. Donc, pour ce faire, on s'est basé, nous, au Québec, sur le modèle du NGFS, en français, le Réseau pour le verdissement du système financier ou Network for Greening the Financial System. Le NGFS a mis en place des attentes pour les régulateurs à l'endroit qu'on devrait mettre en place ou implanter pour les institutions financières en lien avec la supervision des risques qu'on fera. Ça se base sur 5 grands thèmes. Évidemment, le premier, la base de tout, la gouvernance. Il faut avoir une allocation de rôles et responsabilités spécifiques au niveau du conseil d'administration et de la haute direction. Vous devez avoir des politiques, des procédures, des processus clairs entourant justement ces rôles et responsabilités-là et de s'assurer que les institutions financières, elles aussi, allouent des ressources appropriées et de leurs propres champions pour s'occuper de ce risque-là. Ça prend une stratégie d'adaptation. Évidemment, à la base de toute institution financière, c'est leur stratégie. Comment veulent-ils couvrir le besoin d'ajuster leur modèle d'affaires existant pour refléter l'impact de ce risque-là, tester leur résilience, s'assurer que le capital soit suffisant sur la base des différents scénarios climatiques qu'ils auront faits. Ceci dit, donc, une gestion des risques qui permet d'identifier, d'évaluer, de suivre et de gérer ces risques matériels qui sont liés au changement climatique et de faire des exercices de scénarios et de stress tests ou de simulation de crise qui permettront justement de vérifier la mesure du degré d'incertitude inhérent à ce type d'exercice. Enfin, une divulgation publique qui sera suffisante, qui permettra de comprendre le niveau d'exposition ainsi que la gestion du risque et la suffisance du capital relié à ce risque. Étape 5. Alors, pour terminer, et non le moindre, c'est d'assurer une surveillance adéquate. Alors, pour s'assurer d'une bonne gestion des risques climatiques par les institutions financières, les superviseurs devraient s'assurer de considérer ce risque comme un déclencheur ou un amplificateur d'autres risques déjà pris en compte dans votre encadrement existant. Par exemple, le risque de crédit, le risque de marché, un très important aussi, le risque opérationnel, risque de liquidité ou pour les assureurs, le risque d'assurance. Alors, il est important de bien comprendre justement l'impact que le risque systémique sur les changements climatiques pourrait avoir sur les autres risques existants. Il n'y a pas en tant que tel à ce moment-ci de standards internationaux spécifiques de la part des standard setters qui traitent du risque climatique. Beaucoup de travaux ont été faits, beaucoup de littérature a été partagée, mais évidemment pour les institutions financières, que ce soit bancaires ou coopératives de services financiers, les principes directeurs du comité de Bâle sur le contrôle bancaire ou ceux en assurance de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance constituent évidemment non seulement une bonne base, mais une base très importante et primordiale pour incorporer ce risque dans chacune des catégories. Bien sûr, on fait face à certains enjeux encore aujourd'hui. Je crois que sur les mesures qualitatives, ça va bien, la gestion des risques, les contrôles internes, la gouvernance, on en a parlé il y a quelques minutes. Mais les mesures quantitatives sont peut-être un peu plus problématiques aujourd'hui. Il y a des travaux qui se font, des travaux qui sont en cours, mais les enjeux de données restent entiers. Les données fiables qui pourraient servir justement à procéder à des exercices, des tests de tension, des exercices de simulation de crise ont besoin encore d'être améliorés aujourd'hui, mais plusieurs travaux sont en cours. Mais c'est un enjeu auquel les régulateurs font face actuellement. Il faut s'assurer aussi
qu'il y ait des bons mécanismes de mitigation des risques au sein des institutions financières et étant donné la nature systémique de ce risque, le suivi des recommandations sera d'une importance capitale pour faire en sorte que, justement, les équipes de surveillance aient les outils en main et puissent procéder au suivi des recommandations qu'ils feront pour tout constat de faiblesse ou de manque à l'intérieur des processus et procédures qu'on retrouve en place au sein de l'institution financière inspectée. Donc, les ressources phares. Rapidement, j'en ai parlé, IAIS, le Sustainable Insurance Forum et le BIS pour le contrôle bancaire. Ils ont constaté que les principes de base actuels sont suffisants pour gérer adéquatement les risques matériels. Maintenant, je crois qu'on avance dans des travaux un peu plus granulaires. Je vous ai parlé du guide NGFS tout à l'heure avec les 5 grands points qu'on doit prendre en compte. En ce qui a trait à la divulgation publique, la Fondation IFRS travaille présentement sur une norme de divulgation publique qui s'y est attendue pour 2022, puis un protocole de type de cette norme est actuellement disponible. Vous avez d'autres guides du NGFS sur la simulation des crises et concernant les métriques ou les données. En 2022, on devrait avoir une collaboration entre le FSB, le NGFS et le Fonds monétaire international sur justement des références qu'on pourrait trouver concernant ces métriques-là. Alors, écoutez, en conclusion, je pense que mon but était de vous faire prendre conscience de l'importance de ce risque-là. L'important est évidemment que tout ne soit pas parfait, mais il est très important d'agir dès maintenant, comme une des nombreuses citations de Mark Carney que je vous partage dans ma présentation. Les changements climatiques sont une menace existentielle et on doit s'y attaquer tout de suite, maintenant. Et j'espère bien humblement que la recette que nous avons mise en place au Québec pourra vous aider à justement bien gérer ce risque au sein de votre propre organisation. Alors, je vous remercie de votre attention et je serai maintenant disponible pour toute question que vous pourriez avoir concernant la présentation que je viens de partager avec vous. Merci à vous, Julien. Je crois que là, vous pouvez activer votre caméra. Merci. Merci donc pour cette présentation. Alors, nous avons déjà une première question. On connaît les régulateurs, voilà, qui ont à cœur de préserver l'intégrité du système financier, également d'assurer la stabilité de ce secteur financier. Alors, pourquoi tout d'un coup les régulateurs s'intéressent désormais à la gestion du risque climatique? Écoutez, comme j'expliquais un peu dans ma présentation, je pense que le mot à retenir, c'est que c'est un risque systémique qui a été désigné comme étant systémique par les régulateurs ou les standard setters internationaux. Ça ne veut pas dire que les autres risques ne sont pas importants, mais celui-ci peut avoir un impact réel et grave sur l'économie réelle au sein des juridictions. Alors, et puis il y a une réalité, là, je veux dire, les changements climatiques, on vient de sortir là, de la COP26 à Glasgow. On voit que c'est une problématique qui est maintenant, qui n'est plus un risque émergent, c'est un risque émergé et qui est un risque réel. Alors, d'où l'importance et l'obligation, je crois, là, que les régulateurs à l'échelle internationale ont un rôle très actif et très important à jouer dans la gestion de ce risque-là. Merci. Donc, tout à l'heure également, vous avez évoqué la réglementation BAL 2, BAL 3, donc, qui prend désormais en compte une nouvelle classe de risques, notamment la gestion des risques opérationnels. Alors, comment on démarque clairement le risque climatique, en sachant justement qu'il n'a pas été pris en compte par cette nouvelle réglementation BAL 2, BAL 3? Bien, écoutez, dans les recherches qu'on a fait, la compréhension est que le risque climatique ou le risque lié au changement climatique, tant au niveau bancaire pour le comité de BAL ou au niveau des assurances pour l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, les principes de base internationaux existants couvrent déjà, sans peut-être que ce soit nommément, mais couvrent déjà ce risque. C'est juste la question d'adapter les encadrements ou les principes de base des régulateurs internationaux, des standard setters, de pouvoir les intégrer dans votre propre cadre ou dans notre propre cadre normatif et de surveillance. Alors, parce que, évidemment, ce risque-là revient à la base de la compréhension, qu'est-ce qu'il représente, et puis
Celui qui a toujours un peu existé, c'est le risque physique. Qu'on connaissait depuis un certain temps. On le voit à travers la planète, la fréquence des inondations, des feux de forêt, etc. Je veux dire, on en a partout à travers le monde. Nous, au Canada, ben, ceux et celles qui suivent un peu l'actualité internationale, là, dans l'Ouest canadien, cet été, en 6 mois à peine, il y a eu 3 grands événements climatiques qui ont frappé la Colombie-Britannique, nos collègues de l'Ouest canadien. Mais on a déjà eu des tempêtes du verglas au Québec qu'on a eu un peu partout à travers la planète. Je pense que la question du risque de transition est celui qui est un peu plus nouveau, qui amène des impacts justement non seulement sur le risque opérationnel des institutions financières, mais tout ce qui touche leur placement et leurs investissements. Qui pourrait avoir un impact réel, là, alors qu'on pourrait se retrouver avec des actifs, on dit en anglais stranded assets ou des actifs laissés pour compte et qui pourraient avoir donc un impact très grand là, sur les institutions financières qui font affaire dans les juridictions. Alors, c'est donc, on se doit de comprendre ce risque-là de façon plus granulaire pour pouvoir l'intégrer dans les cadres actuels qu'on a déjà au sein de nos organisations, dont la question de gestion du risque opérationnel, entre autres. Merci à vous, Julien. Alors, là, j'aimerais peut-être que vous partagez avec nous votre expérience au Québec aujourd'hui. Quel est l'état de préparation des institutions financières à cette transition? Juste un exemple concret, vous avez sans doute des institutions financières qui financent fortement des sociétés qui opèrent dans le secteur pétrolier. D'accord? Donc, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à leur préparation disons, par rapport à cette transition qui désormais je ne vais pas dire leur est imposée, mais vers laquelle le régulateur est en train de les pousser. Ouais. Ben, écoutez, je distinguerai, il y a la première partie de la question sur l'état des travaux d'avancement, un peu comme je partageais dans ma présentation. On est en train on a sondé nos institutions, toutes les institutions, les assureurs, les institutions de dépôt qui font affaire au Québec ont été sondés sur leur état d'avancement, justement, de la prise en compte de ce risque-là à l'intérieur de leur propre stratégie, leur propre le développement d'expertise au sein de leur propre organisation, leurs propres institutions. Et donc, le travail est en train d'être analysé. On est en train de finaliser l'analyse des informations reçues. On a l'intention, au début de l'année 2022, là, de pouvoir rendre public les constats que l'on tire de cet exercice-là. Alors, donc, de ce côté-ci, c'est un peu les travaux sur lesquels nous travaillons. On a déjà commencé à adapter nos cadres et puis il y a certainement un encadrement peut-être un peu plus spécifique relatif je vous dirais, au risque prudentiel, parce que la notion de capital et liquidité est un peu différente. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juridictions qui se sont avancées sur ce terrain-là. L'Association internationale des actuaires est en train de regarder cet aspect-là. Est-ce qu'on aurait besoin de niveau de capitalisation additionnel pour bien gérer ce risque? Je vous dirais que je pense que c'est un peu plus loin dans le processus. Puis à la fin du processus, ce qu'on veut aussi regarder en étant un régulateur intégré au Québec, c'est tout la question du traitement équitable du consommateur. Alors, s'assurer que justement les répercussions sur les consommateurs soient prises en compte. Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, concernant forcer par les régulateurs, on n'est pas encore vraiment rendu là. Le type d'encadrement qu'on a au Québec ou au Canada est un encadrement basé sur les principes. Alors, via ligne directrice, c'est des attentes que nous partageons auprès des institutions financières pour s'assurer qu'elles mettent en place les processus et procédures en place pour nous démontrer la prise en charge du risque en question. Mais ce qu'on voit, puis qui est une bonne nouvelle, c'est que plusieurs institutions financières, de par elles-mêmes, ont décidé de prendre des virages verts, si on peut dire, et de changer leur politique d'investissement pour comme on dit chez nous, se sortir ou il y a un exit, si on peut dire, mais une sortie de certains investissements qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'énergie fossile, pour être un peu plus vers des énergies vertes comme l'éolienne, par exemple, le solaire ou l'hydroélectricité. Mais ceci dit, puis pour terminer, ça amène un risque sous-jacent, je vous dirais, qui est un risque de verdissement. Ce qu'on entend beaucoup, c'est le risque de greenwashing. Donc, de se retrouver justement à vouloir verdir tout ce qu'on fait et tout ça va passer par une divulgation publique qui va être mieux encadrée parce que la taxonomie n'est pas encore finalisée au niveau international. Puis la question de divulgation publique, je pense, va avoir aussi sa très grande importance pour s'assurer que tout le monde parle de la même chose, plutôt que d'arriver et de dire, ben pour nous, on a verdi tous nos investissements, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais je pense qu'il y a une synergie qui est en train de s'installer, tant du côté des régulateurs que des institutions financières. Et le but commun est de se retrouver à avoir un impact positif là, sur les changements climatiques là, qui sont excessivement dévastateurs là, depuis quelques années.
J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a, disons, un deadline qui est fixé à l'ensemble à l'ensemble des institutions financières au Québec, justement, pour se conformer à cette, pour intégrer désormais dans leur politique de gestion des risques le risque climatique? Ben, écoutez, de deux ordres, il y a une question d'accompagnement qu'on fait beaucoup, nous, auprès de nos institutions financières. Puis je pense que c'est important. On n'a pas seulement un rôle d'imposer, faut accompagner nos institutions financières dans l'implantation des attentes qu'on va avoir. C'est sûr que les prochaines années, il va y avoir un certain momentum là, qu'on se doit d'être présent et de s'assurer que tout ce qui va se faire au niveau international puisse être implanté. Alors évidemment, on n'a pas l'intention et la prétention de réinventer la roue. On se fie et on se base sur tout ce qui se fait au niveau international. Alors, on est un membre actif de tout ce qui se fait au niveau de l'ICA, membre du Sustainable Insurance Forum, qui est qui est avec l'UNEP, les Nations Unies et IAIS ou l'ICA. On suit évidemment les travaux du comité de Bâle. On est un régulateur intégré, la même chose aussi pour les valeurs mobilières avec l'OICV. Donc, c'est certain qu'on va tenter le plus possible de suivre les enseignements de ces grands standard setters-là et de nous-mêmes prioriser tous ces travaux-là parce qu'on se retrouve avec justement les contraintes de personnel et les contraintes de temps. Mais ce qu'on a l'intention de faire, c'est que dans les prochaines années, de bien expliquer à nos institutions financières le chemin qu'on veut prendre, puis les amener avec nous vers un meilleur encadrement puis une meilleure surveillance de ce risque systémique-là. Merci à vous, Julien. C'est très clair. Nous avons une présentation très attrayante avec beaucoup d'insights, si je peux dire ainsi. Très, très enrichissante et vraiment, elle a été complétée justement par beaucoup de développement à travers les questions qui vous ont été posées. Merci infiniment à vous, Julien, pour votre participation. Merci à vous, Maxime. Merci beaucoup. Sommet Pathway to Safety. Merci encore. Et à l'endroit des participants, j'aimerais dire quand même un très grand merci parce que là, nous sommes en train d'arriver au terme non seulement de cette session, mais d'ici 30 minutes, vous aurez la session de clôture de l'ensemble du sommet. Donc, j'aimerais remercier tous nos participants pour votre fidélité pendant ces 2 jours du tout premier sommet Pathway to Safety. Nous avons pris beaucoup de plaisir à interagir avec vous, à vous écouter, à nous enrichir de vos contributions via le chatbox, via les retours de sondage, via les messages WhatsApp, oui, il faut le dire, ou également vos appels téléphoniques. Merci pour votre très grande mobilisation, chers participants. Merci à tous nos speakers et Julien sur ce panel. Merci également à toutes nos associations professionnelles qui ont contribué à la grande réussite de ce sommet. Et je ne terminerai pas sans remercier toute l'équipe de DFI et particulièrement le coach Clément, Zanske et Sarah qui m'ont soutenu avec beaucoup de disponibilité dans la modération de ces sessions en français. Merci à vous tous et à l'année prochaine pour la 2e édition du sommet Pathway to Safety. Merci à vous. Au revoir. Merci.